Il est 22 h ici à Paris, 17 h à New York, 21 h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau journal en français facile, journal présenté en compagnie de Bernard Najol. Bonsoir Bernard. Bonsoir Loïc. À la une ce soir, c'est tout le nord-est des États-Unis qui retient son souffle. L'ouragan Sandy, qui a déjà fait plus de 60 morts dans les Caraïbes, va atteindre les côtes nord-américaines dans les heures qui viennent. Ce pourrait être la plus grave tempête de l'histoire des États-Unis. L'échec de Lakhdar Brahimi en Syrie, il avait proposé un arrêt des combats le temps de la fête musulmane de l'Aïd el-Fatah. Cette trêve n'a finalement pas été respectée. Ce lundi, le médiateur international rencontrait le ministre des Affaires étrangères russe pour tenter une nouvelle fois d'avancer vers une sortie de crise. Et puis à suivre également dans cette édition les sports, nous serons en direct à la fin de ce journal avec notre envoyé spécial au tournoi de tennis de Bercy qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Le journal en français facile. Dans quelques heures, l'ouragan Sandy aura touché le nord-est des États-Unis. Toute la région s'apprête à être touchée par des intempéries d'une très grande violence. Oui, les plus grandes précautions sont donc prises pour éviter au maximum les dégâts matériels et les dégâts humains. Les transports en commun sont à l'arrêt, les avions restent cloués au sol, les écoles sont fermées, même la bourse de New York a fermé ses portes. Wall Street restera même fermée demain, mardi. New York, où les effets de Sandy se font déjà sentir. C'est ce que nous confirme Karim Lebourg, notre correspondant sur place. L'ouragan Sandy qui n'est pas attendu avant plusieurs heures sur New York, mais déjà le niveau des inondations enregistrées avant le passage de Sandy sont supérieures à celles qui avaient été enregistrées après le passage de l'ouragan Irene l'an dernier. Plusieurs voies express, plusieurs tunnels ont été fermés. On s'attend à ce que le niveau des eaux monte jusqu'à 2,50 mètres autour de la ville de New York, et les inondations sont vraiment la préoccupation numéro 1 des autorités new-yorkaises, notamment parce que beaucoup d'infrastructures à New York se trouvent en sous-sol, en particulier les infrastructures électriques qui sont évidemment les premiers menacés par ces inondations. Plusieurs quartiers de New York sont maintenant quasiment déserts. C'est le cas des zones inondables où je me trouve dans le sud de Manhattan, à Battery Park. La plupart des New-Yorkais ont suivi les consignes des autorités en restant chez eux ou en évacuant ces zones inondables, mais d'autres continuent de défier ces consignes. On voit des curieux qui viennent assister à la montée des eaux et qui disent que finalement l'ouragan Irene l'an dernier n'avait pas été si terrible que ça pour la ville de New York. Il ne semble pas prendre très au sérieux les mises en garde des experts météo qui disent que l'ouragan Sandy pourrait être la tempête la plus violente jamais enregistrée dans la ville de New York. Karim Lebourg, le correspondant d'RFI à New York. À New York, justement, le vent est déjà très violent. Il a provoqué la chute d'une grue au sommet d'un immeuble de 90 étages. Elle s'est en partie effondrée. L'accident n'a toutefois pas fait de blessés. Et puis autre conséquence de l'arrivée imminente, autrement dit l'arrivée d'un instant à l'autre de l'ouragan Sandy, la campagne présidentielle est mise entre parenthèses. Le président Barack Obama rappelle que la priorité c'est de faire en sorte de sauver des vies. Il a annulé toutes ses réunions électorales aujourd'hui et demain, tout comme le candidat républicain Mitt Romney. La présidentielle, je le rappelle, c'est dans une semaine, ce sera précisément mardi prochain. L'actualité, c'est aussi le conflit en Syrie et cet échec pour Lakhdar Brahimi, le médiateur des Nations Unies pour la Syrie. Lakhdar Brahimi qui a en effet échoué dans sa demande de cesser le feu, un arrêt des combats qui devait avoir lieu à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le principe avait été accepté par Bachar al-Assad, mais il n'a finalement pas été respecté ni par un camp ni par l'autre. Ce lundi, la trêve a de toute manière été levée. Les violences ont redoublé, notamment à Damas, la capitale syrienne. Quant à Lakhdar Brahimi, il a rencontré ce lundi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Et visiblement, Moscou ne lâchera pas son allié syrien, Sami Bourkhifa. Sergueï Lavrov reste ferme. La Russie ne compte pas changer sa position. Les pays occidentaux et les pays voisins de la Syrie doivent se faire à l'idée.
aucune sortie de crise n'est envisagée sans un dialogue avec le régime de Damas. À ses côtés, le médiateur de l'ONU semble impuissant face à la situation actuelle. Il regrette la violation du cessez-le-feu en Syrie. Mais si pour Moscou, la solution doit impérativement venir de l'intérieur, Lakhdar Brahimi, lui, sollicite une aide internationale. La crise syrienne est très dangereuse. La situation est mauvaise et ne fait qu'empirer. La communauté internationale tout entière doit s'unir afin de venir en aide à la population en Syrie et permettre aux Syriens de trouver une solution de sortie de crise. Mais pour l'émissaire des Nations Unies, il ne faut pas confondre aide internationale et ingérence étrangère. L'envoi de troupes de maintien de la paix n'est pas encore à l'ordre du jour, et même s'il le devenait, aucun soldat étranger ne foulera le sol syrien sans l'accord de Damas. Sami Bourkhlifa. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton était en visite à Alger ce lundi, une visite consacrée notamment au dossier malien. La chef de la diplomatie américaine a rencontré le président algérien. Alger et Washington ont des positions proches sur cette question, mais aucun accord n'a été annoncé. Les précisions à Alger de Leila Berato. La secrétaire d'État américaine est venue demander aux Algériens leur soutien à une intervention militaire au nord du Mali. Et par soutien, les Américains entendent participation. Car pour Washington, l'Algérie est l'État le plus puissant du Sahel et donc un partenaire crucial. Et cela pour 3 raisons. D'abord, les services de renseignements algériens connaissent très bien la région. Ensuite, l'Algérie devra fermer ses frontières pour permettre à une opération militaire d'être efficace. Enfin, les Algériens ont l'expérience de la lutte antiterroriste. On ne sait pas encore si la secrétaire d'État américaine est parvenue à arracher un accord, mais dans la presse algérienne ce matin, ce sont les représentants des Touaregs algériens qui réagissent. Mahmoud Guemama, grand chef de Tamanrasset, affirme que l'intervention militaire va causer beaucoup de problèmes aux Touaregs et il demande aux autorités de persévérer dans leur position contre une opération militaire étrangère et de privilégier le dialogue. Leila Berato, Alger, RFI. Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, le parti du président Viktor Yanukovych devrait obtenir la majorité au Parlement après les élections législatives d'hier. Des élections frauduleuses, comprendre des élections qui ne se sont pas déroulées dans les règles. C'est tout au moins l'avis de la principale opposante au régime, Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko qui est actuellement en prison et qui annonce qu'elle va entamer une nouvelle grève de la faim. De leur côté, les observateurs internationaux dénoncent un recul de la démocratie en Ukraine. Élection toujours, le parti de Silvio Berlusconi enregistre une défaite historique en Sicile, au sud de l'Italie. Ouais, l'île était jusqu'ici ancrée à droite et selon les résultats officiels partiels, donc pas encore définitifs, seule la moitié des bulletins ont en effet été dépouillés. Selon ces résultats, donc, c'est le candidat de gauche Rosario Crocetta qui l'emporte avec plus de 30% des voix devant celui du parti de Silvio Berlusconi, Sebastiano Musumeci. En France, François Hollande promet que des décisions vont être prises dès le mois prochain pour relancer la compétitivité de la France. Des décisions qui vaudront pour l'ensemble du quinquennat de François Hollande, annonce faite lors d'une réunion à Paris avec les grandes organisations économiques mondiales, réunion qui rassemblait notamment la numéro 1 du FMI, le directeur général de l'OMC Pascal Lamy et Jim Yong Kim de la Banque mondiale. Toujours en France, à Marseille, le Napoléon Bonaparte devrait bientôt pouvoir être remis à flot. Les opérations de renflouement, donc de remise à flot précisément, vont débuter demain. Le Napoléon Bonaparte, c'est ce ferry dont les amarres ont lâché sous l'effet des vents violents qui ont balayé la région de Marseille ce week-end. Il est en ce moment toujours appuyé sur le bord du quai du port de Marseille contre lequel il s'est échoué. Et on en vient à l'actualité sportive et au tennis avec le tournoi de Bercy. Un tournoi qui a débuté aujourd'hui à Paris, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bercy où l'on retrouve notre envoyé spécial Olivier Pron. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Avec le dernier Français du jour actuellement sur le court, c'est Benoît Paire. Benoît Paire, c'est un Français qui a fait une très bonne saison, qu'on découvre un peu mieux d'ailleurs en cette année 2012. Il est 44e joueur mondial. Il a bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs pour être directement qualifié dans ce premier tour. Il est opposé à l'Espagnol Pablo Andújar, qui est à peine mieux classé que lui dans la hiérarchie mondiale. Et Benoît Paire vient de remporter le premier set en 46 minutes, 6 jeux à 3. Les deux hommes sont
à l'entame de la deuxième manche et Paire bénéficie de 3 balles pour prendre le service de son adversaire et donc mener 1-0. Voilà, les 2 autres Français engagés, Julien Benneteau et Gilles Simon, se sont également qualifiés. Olivier Pron en direct du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Il est 22h10 à Paris.